Si une horde de démons assoiffés de sang vous traquait et que leur seul but était de traîner votre âme en enfer, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre les démons dans Hellbound, prophéties infernales. Une personne dans ce café va mourir. Ce groupe d'amis regarde une vidéo sur une série d'attaques étranges qui ont commencé à se produire dans le monde entier. Le présentateur explique qu'avant que la victime ne soit tuée, elle est toujours visitée par un esprit qui lui dit exactement quand elle va mourir. Et quand ce jour arrive, 3 monstres géants arrivent pour emmener cette personne en enfer. Ce type se moque des images, insistant sur le fait que ce ne sont que des effets spéciaux bon marché. Mais le groupe ne réalise pas qu'il est sur le point d'assister à quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Derrière eux, cet homme vérifie son téléphone et il est terrifié de voir qu'il est 13h20. Tout à coup, 3 créatures géantes viennent s'écraser sur la paroi vitrée du café. Ses bourreaux sont venus pour lui et il court désespérément hors du bâtiment, craignant pour sa vie. Les monstres poursuivent l'homme dans la rue et il tente de couper à travers la circulation pour s'échapper. Mais l'une des créatures saute dans les airs avant d'atterrir sur la voiture qu'il précède. L'homme est encerclé des 2 côtés, sans possibilité de sortir. Il essaie de ramper sous une voiture, mais l'un des monstres le tire de là et le torture brutalement en l'envoyant s'écraser sur les véhicules. Pour finir, il le jette au sol avant de le brûler vif et l'homme hurle de douleur. Ils viennent d'envoyer son âme en enfer et les spectateurs regardent effrayés les créatures s'engouffrer dans une porte tournante et disparaître sans laisser de traces. La seule chose qui reste de l'homme sont ses os et ce n'est que le début d'un nouvel ordre mondial. Ok, c'est absolument terrifiant. Ces monstres ont l'air d'être totalement indestructibles et ils sont venus pour nous envoyer en enfer. Ce type savait manifestement qu'ils allaient venir pour lui à 13h20 exactement. Mais le plus étrange, c'est qu'il a choisi un café comme s'il attendait le pire rendez-vous de sa vie sur Match.com. Sérieusement, regardez cet endroit. Sa façade entière est faite de verre et les seules choses en vue qu'il pourrait éventuellement utiliser pour se défendre sont ses chaises et ses tables en bois. Maintenant, je dois dire qu'essayer d'être plus malin que le royaume surnaturel, c'est une entreprise perdue d'avance. Ces esprits de l'enfer sont éternels. Ils savent où vous êtes et ils ne vont pas arrêter avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent. Mais ça ne signifie pas que nous devrions leur faciliter la tâche. Comme nous l'avons vu précédemment, il y avait déjà des vidéos sur internet montrant comment ces créatures vont nous attaquer. Et ça signifie que ce type avait les informations nécessaires pour étudier leur méthode et il aurait eu le temps de se préparer à l'attaque. Si c'était moi, je rechercherais toutes les vidéos que je pourrais trouver pour étudier comment prendre l'avantage sur ces monstres. D'après ce que nous avons vu, nous savons que ces choses se présentent par 3 et qu'elles vous tabassent jusqu'à ce que vous soyez assez faible et qu'elles puissent vous encercler pour prendre votre âme. Maintenant, aussi effrayant que ça puisse être, ça expose un énorme problème avec leur méthode. Parce que ces démons utilisent la force brute et ils n'utilisent aucune capacité spéciale comme la téléportation ou le temps suspendu. Pour un être surnaturel surpuissant, c'est une méthode plutôt inefficace. Parce qu'on pourrait penser qu'avec toute la puissance de l'enfer à leur disposition, ils pourraient faire beaucoup mieux que de courir dans les rues et de casser des voitures. C'est pas très professionnel, mais si c'est ce à quoi ils sont limités, alors ça signifie qu'il pourrait y avoir un moyen pour nous d'en profiter. Puisque nous savons déjà l'heure exacte à laquelle ils vont venir nous chercher, j'utiliserai le temps qu'il me reste pour préparer la course d'obstacles parfaite pour qu'ils perdent ma trace. Au lieu d'un café, nous pourrions courir dans les ruelles étroites dans lesquelles ils sont trop grands pour passer. Et on pourrait même utiliser les bouches d'égout pour nous cacher dans des endroits où ils ne pourront pas nous suivre. Si nous pouvons créer une série de barrières pour les empêcher de nous poursuivre, ce sera beaucoup mieux que d'attendre gentiment qu'ils viennent nous tuer. Une dernière chose à noter, c'est qu'il semble aussi que ces monstres ne peuvent aspirer votre âme que si vous ne bougez pas. Ça semble être une partie nécessaire du rituel, et ils pourraient ne pas être en mesure de nous envoyer en enfer du tout jusqu'à ce qu'ils puissent former ce cercle. Pour ce que nous en savons, ces créatures pourraient même avoir une limite de temps où elles sont autorisées à être sur Terre. Avec les informations que nous avons jusqu'à présent, échapper à la capture aussi longtemps que possible va nous donner la meilleure chance d'échapper à notre damnation. Cette nuit-là, ces policiers arrivent sur la scène du crime et s'entretiennent avec les enquêteurs. Ils leur demandent ce qu'ils ont découvert sur le meurtre. L'homme leur dit qu'à part le corps, les monstres n'ont laissé aucune preuve physique. Et la seule chose qu'ils ont sont les taches de sang de la victime. C'est alors que le détective remarque que de l'autre côté de la rue se trouvent les membres d'un nouveau culte religieux appelé la Nouvelle Vérité, et qu'ils écoutent tous leur prédicateur faire un discours sur la victime. S'approchant de lui, les détectives écoutent sa présentation et il avertit la foule que Dieu envoie ces monstres tel un message, menaçant les humains pour qu'ils cessent de commettre des péchés. Les détectives trouvent le groupe suspect, mais l'homme n'a enfreint aucune loi, donc Kyun-hoon ne peut rien faire pour les arrêter. Plus tard dans la nuit, cette femme, Park Young, rentre chez elle et est surprise par ses enfants qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. C'est une scène réconfortante et son fils prend une vidéo pour se souvenir de l'occasion. Mais il voit alors quelque chose qui l'effraie. Sa mère remarque que le garçon regarde derrière elle et elle se retourne pour voir un immense visage fantomatique apparaître. La famille regarde en état de choc l'esprit qui lui dit que dans 5 jours, à 15 heures précises, Park Young mourra et qu'elle ira directement en enfer.
Le lendemain, la mère décide de se rendre chez une avocate et elle explique à la femme ce qu'elle a vu la veille. L'avocate ne comprend rien jusqu'à ce que ses collègues lui montrent la vidéo de la fête d'anniversaire où on voit le visage fantomatique la condamner à l'enfer dans 5 jours. La mère leur dit qu'elle a rendu visite à la secte religieuse pour demander de l'aide, mais révèle qu'ils lui ont fait une offre très spéciale. Ils ne l'aideront que si elle accepte de filmer le moment exact où les monstres viendront chercher son âme. Et en échange, le président lui versera 3 milliards de yuan. Désespérée, la mère supplie les avocats d'aider ses enfants à obtenir l'argent et il décide de prendre son cas en charge. Ok, s'il y a une chose plus effrayante que d'aller en enfer, c'est de ne pas savoir ce qu'on a fait de mal pour y aller. Cette secte prétend avoir les réponses, mais il y a déjà assez d'informations pour nous dire qu'ils ne sont pas intéressés par les réponses, mais plutôt par le pouvoir. Tout d'abord, nous devons réaliser qu'aussi terrifiante qu'elle puisse paraître, toute cette situation est en fait une chance. Dans la vie réelle, il n'y a rien d'empirique que nous puissions mesurer ou quantifier pour prouver que la vie après la mort existe. Mais ces monstres ont complètement changé ça. Cette situation est un rêve de scientifique devenu réalité. Parce que maintenant, nous pouvons les utiliser non seulement pour confirmer qu'il y a une vie après la mort, mais aussi les étudier pour comprendre ce qui se passe. Au lieu d'utiliser la mort de cette femme comme un moyen d'étudier les créatures, ce type veut l'utiliser pour diffuser son message religieux à travers le pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas difficile de réfuter cet homme, parce que même si nous ne savons pratiquement rien de ces créatures, il y a encore beaucoup d'interprétations logiques qui contredisent la théologie de cet homme. Alors décomposons-la et exposons-la. Tout d'abord, tenons compte de ce que cet homme prêche réellement. Il dit que tout cela se produit parce que Dieu envoie un message pour que nous soyons plus justes et que nous vivions des vies plus saintes. Il y a quelques problèmes fondamentaux avec cette philosophie. Le premier étant que nous devons nous demander pourquoi ça se produit maintenant. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est un fait statistique que le monde moderne est moins violent, plus empathique et beaucoup plus vertueux qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire de la civilisation. Pour prendre un exemple rapide, dans les années 1300, nous brûlions littéralement des femmes sur le bûcher parce que nous pensions qu'elles étaient des sorcières. Il est difficile de comprendre à quel point le monde antique était brutal, mais croyez-moi quand je vous dis que s'il y a un moment dans l'histoire humaine où ces démons de l'enfer auraient été utiles, c'était il y a 700 ans, et pas aujourd'hui. En gardant ça à l'esprit, il est incroyablement illogique que ce soit un message de Dieu nous rappelant de ne pas être pécheurs. Parce que c'est clairement la meilleure société qui ait jamais existé. Ça n'a rien à voir avec les péchés. Et on n'a pas besoin d'être philosophe pour comprendre que le président de cette secte ne dit que des conneries. La foi ne remplace pas la connaissance. Et cet homme joue sur notre peur pour gagner en influence et diffuser son message. Le lendemain, au commissariat, l'équipe d'enquêteurs se réunit pour discuter de l'affaire. Lorsque le détective remet au capitaine un rapport troublant, il découvre que le corps de la victime n'est pas fait de chair humaine. Et l'homme n'arrive pas à croire ce qu'on vient de lui dire. Plus tard, le président se promène dans un quartier résidentiel. Mais lorsqu'il tourne au coin de la rue, le détective et son partenaire l'attendent. Le président est venu pour parler avec la mère et discuter des conditions de diffusion de sa mort à venir. Les policiers ne lui font pas confiance, mais ils n'ont aucune idée du degré de folie de ce gars. Au domicile de la femme, les avocats règlent les détails du contrat et l'avocate précise qu'ils doivent garder secrète l'identité des enfants. Si la diffusion en direct est annulée, la totalité des 3 milliards de yuan doit être versée quand même. Le président accepte, mais il sait quelque chose qu'ils ignorent. Cette nuit-là, le détective arrive chez lui et appelle sa fille, mais il découvre qu'elle a disparu. Elle s'est portée volontaire auprès de la nouvelle secte religieuse et l'homme la soupçonne d'avoir quelque chose à voir avec sa disparition. Dans un autre quartier de la ville, le président et la fille du policier sont dans une voiture et espionnent un homme à distance. Il dit à la fille qu'il s'agit de la personne qui a tué sa mère il y a 6 ans, lui rappelant la douleur qu'elle ressent depuis sa disparition. Et il veut lui donner ici l'occasion de se venger. Furieuse, elle sort de la voiture et se faufile derrière le meurtrier avant de lui asséner une décharge de taser dans le cou. Il est assommé et avec l'aide du président, il l'emmène dans un bâtiment à la périphérie de la ville. L'homme humidifie un chiffon avec des produits chimiques et s'approche du meurtrier couché au sol avant de le maintenir sur son visage. L'homme commence à se débattre, tente de résister, mais le tueur n'arrive pas à se libérer et finit par perdre connaissance. La fille pousse son corps dans l'incinérateur et le président ferme la porte sur lui. Il allume le feu, brûlant l'homme vivant. Et il regarde la fille pleurer, mais satisfaite que le meurtrier soit enfin puni pour ses crimes. Ok, c'est un grand malade. Mais il vient aussi de faire une énorme erreur parce que ce seul meurtre nous permet de comprendre que le président cache un secret important. Peu importe son éducation religieuse, en prenant quelqu'un dans la rue et en le jetant dans un incinérateur, il est impossible de ne pas considérer cet acte comme un péché. Ce qui est intéressant ici, c'est que le président a osé faire quelque chose de mal sans se soucier des conséquences. Pourtant, toutes ses prédications sont basées sur le fait de faire de bonnes actions pour éviter la damnation.
Donc il ne ferait ça que s'il savait déjà que rien de mal ne lui arriverait. C'est incroyablement révélateur et ça nous montre qu'il nous cache beaucoup plus. Nous ne savons pas encore quel est ce secret, mais il y a déjà beaucoup d'informations que nous pouvons disséquer pour construire notre propre théorie sur ce que sont ces monstres. Et nous n'avons pas besoin de foi pour le faire. Le premier indice est qu'ils sont toujours 3. C'est un détail très étrange parce que ces créatures sont suffisamment fortes pour qu'une seule d'entre elles puisse faire le travail. Mais elles ne sont jamais seules. Il se pourrait qu'il y ait besoin des 3 monstres pour effectuer le rituel d'extraction de l'âme, mais ce serait une énorme faiblesse si on sait en tirer parti. Maintenant, on sait aussi qu'il y a un autre monstre qui vient annoncer que vous serez envoyé en enfer. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça suggère qu'il y a une hiérarchie. Le visage agit comme un messager, et les monstres agissent comme des soldats pour exécuter les ordres. La raison pour laquelle c'est important, c'est que la hiérarchie signifie qu'il y a une structure, et la structure signifie qu'il y a des règles. Et s'il y a des règles, alors nous pouvons les utiliser pour nous protéger. Le royaume surnaturel devrait être éternel et tout-puissant, ce qui signifie que le système qu'il régit n'a pas besoin de changer. En gardant ça à l'esprit, nous pouvons déduire que l'apparition soudaine de ces monstres signifie qu'ils ne font pas partie de l'ordre naturel, mais qu'ils travaillent contre lui. Il pourrait s'agir de mercenaires surnaturels véreux, qui chassent les âmes et reçoivent des ordres d'une autorité différente. Nous devons également tenir compte de la peine de mort, parce que chaque personne se voit attribuer un temps à vivre différent. Cette femme n'a reçu que 5 jours, mais la question importante ici est de savoir pourquoi il devrait recevoir un avertissement. Il serait bien plus efficace de se montrer et de traîner les gens en enfer sans prévenir. Pour un royaume tout-puissant, tout cela s'ajoute à une méthode extrêmement inefficace pour prendre des âmes, et c'est un signe qu'il travaille contre l'ordre naturel. Plusieurs jours plus tard, le live streaming est sur le point de commencer alors que les gens de toute la Corée se branchent pour voir la femme être envoyée en enfer. C'est à ce moment que ce groupe de religieuses dirige vers la scène et prend place pour le spectacle. Alors que l'avocate attend à proximité, son collègue fouille dans son sac et tend soudainement à la femme cette étrange enveloppe. Elle a été envoyée à leur cabinet par une source mystérieuse, et elle est sur le point de l'ouvrir lorsque la mère entre en scène. Elle se dirige vers cette chaise au centre et s'assoit, résignée à son sort. Un membre du personnel de la secte de la Nouvelle Vérité attire l'attention de tout le monde et annonce que la diffusion est sur le point de commencer. Ils commencent tous à quitter la scène et les spectateurs à travers le pays attendent nerveusement de voir la prophétie se réaliser. Mais quand le moment est enfin venu, rien ne semble se passer. La foule ne sait pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle entende un grondement au loin. Le mur en face de la mer explose alors que les monstres arrivent en courant. L'un d'eux l'attrape et la maintient contre le mur sous le regard horrifié de la foule. Le chef de la police ordonne à ses hommes de tirer, mais ils ont trop peur pour appuyer sur la gâchette. Voyant que personne ne va l'aider, le détective entre et tire sur le monstre, mais celui-ci l'assomme en le frappant contre un mur. Les créatures commencent à battre la femme en direct à la télévision avant de prendre son âme et de l'envoyer en enfer. Une fois leur travail terminé, les monstres courent vers la foule et disparaissent comme par magie devant leurs yeux. Les flics entrent dans la pièce et voient qu'il ne reste qu'un cadavre carbonisé, quand soudain, ce type s'incline devant lui, terrifié. Et les téléspectateurs se mettent tous à genoux pour vénérer leur nouveau maître. Le lendemain, l'avocate ouvre l'enveloppe que lui a donnée son collègue et elle découvre un étrange article sur le président de la secte. Elle découvre qu'il y a 20 ans, un esprit lui a dit qu'il allait mourir, et réalisant que l'article a été écrit par un pasteur qui vit en Corée, elle commence à préparer un plan pour le retrouver. À l'autre bout de la ville, le détective monte dans sa voiture pour rechercher sa fille. Mais c'est alors que le président l'appelle au téléphone et lui demande de le retrouver dans un orphelinat. Le détective ne lui fait pas confiance, mais il sait que c'est le seul moyen de retrouver sa fille. Et n'ayant guère le choix, le policier part à sa recherche. Ok, ces gens brisent la société. Le fait que la police ait autorisé une secte religieuse à diffuser publiquement une exécution est l'une des choses les plus irresponsables qu'on puisse imaginer. Mais ce n'est qu'un aperçu du problème. En ce moment, tout le monde est sur les nerfs parce que nous ne comprenons plus la nature de notre univers, ce qui crée un vide de pouvoir pour quiconque fournira les réponses les plus satisfaisantes pour expliquer ce qui se passe. Il y a beaucoup trop d'enjeux dans cette série, mais si ce détective avait les idées claires, il aurait compris qu'il y avait une meilleure façon de profiter de la situation. Si c'était moi, j'interdirais à la secte de la Nouvelle Vérité de diffuser ces exécutions, parce que c'est ce qui leur permet de gagner en influence. À la place, je suggérerais au gouvernement d'offrir une indemnité de départ aux familles de tous ceux qui ont été condamnés à mort et de les faire comparaître pour des tests. La grande opportunité ici, c'est que nous savons que ces monstres vont apparaître là où se trouvera la victime au moment exact de leur prédiction. Ainsi, avec les ressources du gouvernement, les autorités seraient en mesure de créer une salle de haute technologie pour évaluer autant d'informations que possible pendant que la victime se fait tuer. Lors de cette exécution, nous avons appris que les monstres sont apparemment à l'épreuve des balles. Mais dans un environnement contrôlé, nous pourrions tester des centaines d'autres choses pour voir s'il existe un moyen de les arrêter. Nous pourrions découvrir qu'ils ne peuvent pas être tués, mais nous pouvons aussi essayer de les capturer ou de les empêcher de former un cercle et de prendre d'autres âmes.
Nous n'allons pas tout apprendre avec une seule démonstration, mais si les familles des victimes sont payées, les gens seront suffisamment motivés pour nous aider à poursuivre l'expérience. Plus nous installerons de pièges et ferons de tests, plus nous en apprendrons sur les monstres et finirons par trouver les réponses dont nous avons besoin pour les vaincre ou les empêcher de revenir. Cette nuit-là, le détective arrive à l'orphelinat et constatant qu'il est abandonné, il sort son arme et s'approche du bâtiment. Courant dans le couloir, il fouille toutes les pièces jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin le président debout dans un coin. Le détective exige de savoir où se trouve sa fille et le chef de la secte lui promet qu'elle est en sécurité. Mais c'est alors qu'il révèle un énorme secret qui va tout changer. Il y a 20 ans, un esprit lui a dit que ce soir, il serait envoyé en enfer et que dans 10 minutes, les monstres viendraient prendre son âme. Il a menti au culte de la nouvelle vérité en disant que seules les personnes qui commettent des péchés sont envoyées en enfer. Mais la vérité, c'est que n'importe qui peut être choisi pour y aller et c'est complètement aléatoire. C'est alors que les hommes entendent des grondements au loin et son heure est enfin arrivée. Soudain, des monstres entrent dans la pièce et poussent le président contre le mur. Ils le réduisent en bouillie et le détective ne peut que regarder. L'un des monstres soulève l'homme et commence à aspirer son âme tandis qu'il hurle à l'agonie. C'est un spectacle horrible et le détective ferme les yeux alors que les monstres quittent le bâtiment. Plus tard dans la nuit, il rentre chez lui et trouve sa fille qui l'attend. Elle s'approche de lui et embrasse son père qui fond en larmes. Pendant ce temps, l'avocate a retrouvé l'auteur de l'article dans cette cabane isolée. S'approchant du bâtiment, elle frappe prudemment à la porte et un homme répond, se révélant être le pasteur Kim Jong-chil. L'homme l'accueille dans le bâtiment et elle lui demande s'il a encore l'enregistrement de l'interview du président. Sans hésiter, le pasteur ouvre un fichier sur son ordinateur et le lui fait écouter. Ils entendent le président admettre qu'il sera envoyé en enfer. Stupéfaite, l'avocate demande au pasteur une copie du fichier. Mais celui-ci le met à la poubelle et le supprime sous ses yeux. La femme est choquée, mais c'est alors que le pasteur révèle que le président lui a rendu visite il y a quelques jours. Il lui a promis de faire de lui le nouveau gourou de la secte en échange du meurtre de l'avocate. Terrifiée, elle sort en courant de la cabane, mais il est trop tard. Une foule d'adeptes de la pointe de flèche l'attend déjà avec des armes et elle ne peut rien faire pour les arrêter. Ok, cette femme n'a pas réfléchi, parce que si elle l'avait fait, elle aurait compris que rendre visite à cet homme était bien trop dangereux. Si un pasteur a écrit cet article il y a des années, alors il savait déjà que le président irait en enfer. Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'il n'en a pas parlé pendant tout ce temps. Donc on peut supposer qu'il y a une chance qu'il soit d'accord avec le culte de la nouvelle vérité. Mais si une telle bombe n'a jamais été divulguée, c'est un signe clair qu'elle tomberait droit dans un piège. Maintenant, pour ce qui est d'échapper à ces pointes de flèche, elle n'a pas beaucoup de possibilités ici. Mais l'endroit le plus sûr est en fait le bureau de cet homme. Les fenêtres ont des barreaux, donc il leur faudra un certain temps pour entrer. En attendant, nous pouvons appeler la police et attendre qu'elle nous aide à éliminer le gang de la pointe de flèche. C'est une bien meilleure stratégie que d'essayer de courir jusqu'à sa voiture. Maintenant, si tu y réfléchis, ce pasteur était un idiot de lui avoir dit qu'il allait être le nouveau leader de la secte, parce qu'il vient de se faire l'otage le plus précieux du monde entier. Une fois que nous serons en sécurité à l'intérieur, je dirai aux membres de la pointe de flèche que s'ils ne partent pas, je tuerai leur nouveau leader. Et ce n'est pas quelque chose que ces jeunes voudraient risquer. Maintenant, en ce qui concerne le président ici présent, sa confession a tout changé et elle confirme que le péché n'a rien à voir avec ces monstres. Si j'étais le détective, j'aurais filmé sa mort comme preuve pour dire au monde que son culte n'est qu'un ramassis de conneries. Ce serait une nouvelle bouleversante pour beaucoup de gens, mais permettre à l'influence du culte de se développer est bien plus dangereux que l'alternative. Le fait qu'il n'ait pas profité de ce moment pour exposer la vérité était très peu clairvoyant, et c'est l'une des plus grandes erreurs de toute la série. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une erreur très similaire a été commise il y a 28 ans. En 1993, la police a essayé de faire éruption dans l'enceinte d'un groupe religieux appelé les Branch Davidians, dirigé par le chef de la secte David Koresh. Il y avait 90 de ses fidèles à l'intérieur. Pendant 51 jours, ils ont essayé de négocier pour que tout le monde quitte le bâtiment. Mais au lieu de ça, l'homme a continué à manipuler les forces de police et les médias. Il les a même convaincus de diffuser un de ses sermons à la télévision publique, tout comme le culte de la nouvelle vérité. Mais au final, quelqu'un à l'intérieur a déclenché un incendie qui a tué 76 personnes et la police a échoué. Le plus horrible dans les sectes, ce ne sont pas seulement leurs idées, mais l'influence qu'elles exercent sur leurs adeptes. Les monstres ne peuvent prendre qu'une âme à la fois, mais un mensonge dangereux peut prendre une nation entière. C'est exactement la raison pour laquelle il est préférable de dénoncer cet homme, même si ça signifie de supprimer le dernier espoir de chacun d'éviter la damnation. 4 ans plus tard, les membres de la secte de la Nouvelle Vérité ont gagné en puissance sur la société coréenne, et les gens vivent dans la peur d'être traqués par les monstres pour avoir commis des péchés. Certaines personnes tentent de quitter leur vie prématurément, mais même dans la mort, les démons de l'enfer ressusciteront leur esprit et les tueront. Bae Young-jae est coincé au bureau et appelle sa femme pour lui dire qu'il va travailler tard ce soir. Elle le supplie de venir parce que leur bébé est aux soins intensifs et qu'elle est terrifiée à l'idée que quelque chose puisse mal tourner.
Son mari lui dit que tout ira bien, mais il ne se doute pas qu'il ne sera plus père très longtemps. Plus tard à l'hôpital, sa femme entre dans l'unité des soins intensifs pour voir leur bébé et sort son téléphone pour prendre une vidéo pour son mari. Elle entre à l'intérieur, excitée de lui montrer leur enfant. Mais la femme est horrifiée de découvrir qu'un esprit est apparu et déclare que son nouveau-né ira en enfer dans 3 jours. Pendant ce temps, le père est coincé dans les embouteillages lorsqu'il reçoit un appel téléphonique de la femme de son collègue de travail. La femme n'a aucune idée de l'endroit où se trouve son mari et lui demande de l'aide. Il promet de chercher son collègue et raccroche le téléphone quand il se souvient d'une carte de visite sur le bureau de son ami qui indiquait le nom d'un spot de pêche isolé. Il arrive au lac et voit la voiture de son ami garée sur la route, mais son collègue n'est nulle part. Le père se lance à la recherche de l'homme et marche dans les alentours jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin son collègue, assis sur un radeau. Il l'appelle, le fait sursauter et le collègue saute dans l'eau. Le père court aussi vite qu'il le peut, mais il ne se doute pas qu'il est sur le point de voir son ami mourir. Traînant son collègue jusqu'au radeau, l'homme le supplie d'expliquer pourquoi il est là. Et son collègue explique finalement qu'il a été visité par un esprit qui lui a dit qu'il sera envoyé en enfer ce soir. Si quelqu'un le sait, le nom de sa famille sera ruiné. Mais son ami le rassure en lui expliquant que le cabinet d'avocat Sodo l'aidera à dissimuler sa mort. C'est alors qu'ils aperçoivent quelque chose qui bouillonne sous la surface du lac. L'homme est soudain entraîné dans l'eau par un monstre. Mais le père ne peut rien faire parce que son ami est emporté en enfer. Ses restes carbonisés sont jetés sur le radeau et l'homme regarde incrédule. C'est alors que 3 voitures se garent à proximité et qu'un groupe d'hommes en sort. Ils font partie du groupe Sodo et commencent à dissimuler la mort, entraînant le père loin de la rive. Il demande qu'on le laisse partir, mais s'arrête quand il entend quelqu'un appeler son nom. Il dit au père de faire comme si rien ne s'était passé, et l'un des assistants lui injecte soudain un produit chimique qui l'assomme. Ok, ça devient intéressant. L'homme est tombé sur une organisation secrète qui aide les gens à dissimuler leur mort. Et je dois dire que c'est une idée géniale. Si être traîné en enfer détruit la réputation de votre famille, alors faire passer la mort de quelqu'un pour une cause naturelle pourrait être un énorme business. Malheureusement, ces personnes ne font pas cela pour l'argent. Mais si c'était moi, vous pouvez être sûr que j'essaierais de trouver un moyen de m'enrichir grâce à cette horrible situation. Imaginez qu'un milliardaire ou un politicien reçoive la visite d'une de ces créatures et soit condamné à mort. Il y aurait tellement d'argent à investir dans l'élaboration d'un récit pour expliquer leur mort au public. Nous ferions un massacre absolu. Maintenant, depuis 4 ans déjà, le public vit avec l'idée qu'il peut être condamné à l'enfer d'un jour à l'autre. Et c'est beaucoup de stress à gérer. Mais l'une des choses les plus intéressantes que nous ayons apprises est que même si quelqu'un décide de mourir avant d'être condamné à mort, les monstres ramèneront littéralement son esprit de l'enfer, juste pour qu'il puisse être battu à nouveau et renvoyé en enfer. C'est la chose la plus mesquine que j'ai jamais vue, mais elle révèle en fait des informations très intéressantes. Elle nous dit que mourir et aller en enfer n'est pas la même chose qu'être envoyé en enfer par ces monstres. Si ces monstres doivent ressusciter les gens pour les ramener en enfer, alors il pourrait y avoir 2 enfers complètement différents avec 2 entrées différentes. En mourant, vous passez par la porte principale, mais ces monstres essaient de vous emmener ailleurs. Ils doivent donc vous ressusciter pour vous emmener dans leur enfer. Pour l'instant, nous n'en savons pas assez pour confirmer tout ça. Et il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Mais si nous avons des raisons de croire que ces monstres ne respectent pas les règles, nous pourrons peut-être en tirer parti lorsque nous en saurons plus. Le lendemain matin, l'homme se réveille dans sa voiture, loin du spot de pêche, et il réalise qu'il a de la chance d'être en vie. Il se rend à l'hôpital pour voir sa femme et lorsqu'il entre dans la chambre, il la trouve endormie. Il s'assied à côté d'elle et la femme se réveille soudain, mais quelque chose ne va pas. Elle lui tend son téléphone et il le prend pour regarder une vidéo. Il découvre que la mort de son nouveau-né a été prophétisée. Sa femme lui dit que le culte de la nouvelle vérité n'a jamais documenté un cas comme celui-ci auparavant, et elle fond en larmes, terrifiée par ce qui va se passer. Plus tard dans la journée, le père se précipite dans le bureau de sa collègue et lui demande de lui montrer un extrait d'interview sur laquelle elle travaillait. Et il voit que c'est la même personne qu'il a vue la nuit dernière. Il lui demande de lui donner le numéro de téléphone de l'homme, et après avoir pris une photo de ses coordonnées, le père sort du bureau pour le retrouver. Il se rend à l'université où l'homme travaille comme professeur et se dirige vers son bureau. Le père est sur le point de frapper à la porte, mais il est distrait par quelqu'un qui arrive dans le couloir et est brutalement tiré dans la pièce. À l'intérieur, le professeur l'attendait et lui demande ce qu'il a amené ici. Il s'assoit pour discuter du culte de la nouvelle vérité et l'homme révèle que l'Église a menti sur les raisons pour lesquelles on dit aux gens qu'ils seront envoyés en enfer. Le père lui montre alors la vidéo que sa femme a enregistrée sur la prophétie de son bébé. Et pendant qu'il la regarde, il leur demande de l'aide. Le professeur téléphone à quelqu'un et élabore un plan en demandant au père de venir avec lui pour rencontrer son contact. Cette nuit-là, il traverse la ville en voiture et s'arrête dans un quartier délabré. En montant les escaliers, ils entrent dans un bâtiment abandonné et rencontrent enfin le contact du professeur, qui n'est autre que l'avocate. Elle invite les hommes dans son bureau et rassure le père en lui disant qu'ils ont effacé toutes les images de vidéosurveillance de son bébé, où l'esprit lui dit qu'il va aller en enfer. Mais elle lui fait comprendre que l'Église de la Nouvelle Vérité fera tout ce qui est en son pouvoir pour dissimuler la punition de son bébé.
L'Église enseigne que seuls les pécheurs sont envoyés en enfer, mais ce bébé leur prouve le contraire. L'homme lui demande quel est son plan et l'avocate explique qu'elle veut diffuser le moment exact où son bébé sera emmené en enfer. L'homme est dégoûté par sa suggestion et se lève pour quitter la pièce. Mais alors qu'il s'éloigne, l'avocate lui fait remarquer que quoi qu'il arrive, son enfant va mourir et qu'il devrait donc l'utiliser pour une bonne cause. Ok, c'est vraiment n'importe quoi. Et déjà l'avocate essaie d'utiliser l'enfant pour sa propagande. Mais il y a une considération ici qui devrait faire craindre le choix de l'évidence. Le principal problème est que s'ils suivent le plan de l'avocate, ce sera très mauvais pour le groupe Sodo. Parce que diffuser la mort d'un nourrisson est bien pire que de diffuser la mort d'adultes normaux. Ce serait l'un des plus grands désastres de relations publiques de l'histoire. Et si les parents s'en rendent compte, ils n'accepteront probablement pas l'accord. Peu importe que cela prouve que les auteurs de la nouvelle vérité sont des menteurs. Tout ce qui compte, c'est la façon dont les images dérangeantes seront perçues par le public. Cette stratégie est merdique et va en fait faire passer les dirigeants de la secte pour des gentils, ce qui ne fera qu'empirer les choses. Au lieu de ça, la solution la plus intelligente est d'utiliser le temps qui nous reste pour trouver comment protéger ce bébé. Puisque nous savons déjà que ces monstres opèrent toujours de la même manière, notre objectif devrait être de les empêcher d'atteindre le bébé et de s'en approcher suffisamment pour former un cercle autour de lui et prendre son âme. Maintenant, ces choses sont sérieusement fortes. Mais comme ces monstres de l'enfer ont une figure humanoïde, ça suggère que leur anatomie est limitée de manière similaire. Si nous regardons ici, nous pouvons voir que par la façon dont il brise cette voiture, nous pouvons avoir une assez bonne idée de ce dont il est réellement capable. Cette voiture est un SUV Kia, qui pèse autour de 3300 livres. Et c'est une pratique courante dans l'industrie que le toit d'une voiture doit supporter environ 2 fois son propre poids. Si ce monstre peut briser le toit de cette voiture en 3 coups, alors il doit générer une force de 6600 livres en un seul coup. C'est vraiment effrayant, mais ce qui est encourageant, c'est qu'à en juger par l'élan et le balancement de ses bras, on peut dire que ce monstre a vraiment donné tout ce qu'il avait pour défoncer la voiture. S'il utilise sa force maximale, il y a une réelle limite à ce dont ils sont capables, et c'est exactement ce dont nous devons tirer parti. Avec ça en tête, pour sauver mon enfant d'être matraqué à mort et traîné en enfer, je concevrai un bloc de béton armé de 10 mètres sur 10, avec une chambre à l'intérieur assez grande pour contenir confortablement les parents et le bébé. Un tube de ventilation sera installé pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'oxygène, ainsi que des lampes à piles, de la nourriture et de l'eau. Lorsque les monstres se montreront, ils ne seront pas assez forts pour percer le béton armé, et en raison de la distance et de la géométrie du cube de ciment, ils ne pourront pas former un cercle pour entraîner l'âme du bébé en enfer. Il leur sera donc pratiquement impossible d'accomplir leur mission et ils devront soit changer de tactique, soit abandonner et retourner en enfer sans âme. Maintenant, croyez-moi, je sais que ce plan semble fou. Mais si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour vous battre pour ceux que vous aimez, alors vous ne les méritez pas. Et si piéger ma propre famille dans un bloc de béton est ce qu'il faut pour nous garder ensemble, alors c'est exactement ce que je ferai. Le lendemain, le père arrive au bureau et voit ses collègues de travail qui regardent tous un bulletin d'information à la télévision. 2 corps ont été retrouvés pendus à l'entrée d'une université, et l'un d'entre eux serait le professeur. Horrifié, l'homme se dirige doucement vers son bureau. Il examine l'incident et découvre que les adeptes du culte de la pointe de flèche ont posté une vidéo sur le professeur. En la regardant, il découvre qu'ils savent que l'homme cachait secrètement des personnes aux yeux du culte de la nouvelle vérité et travaillait avec l'avocate. Le mari sait que leurs vies sont en danger et ils n'ont pas d'autre choix que de se cacher. Plus tard dans la nuit, l'avocate conduit la famille dans un complexe d'appartements et frappe à l'une des portes. L'homme ouvre et reconnaît l'avocate qui accueille le groupe à l'intérieur pour le protéger. Ils s'assoient tous sur le canapé, mais l'avocate ne perd pas de temps et demande à la mère de diffuser la mort de son bébé. Cela exposera les mensonges des sectes selon lesquels seuls les pécheurs sont pris. Mais s'ils ne le font pas, la secte traquera les parents pour les faire taire. La mère est horrifiée de savoir qu'elle ne peut rien faire pour sauver son bébé, et elle décide d'aller de l'avant avec son plan. L'avocate lance une émission montrant la vidéo de la condamnation à mort du bébé. C'est une preuve indéniable que le culte de la nouvelle vérité a menti, et elle annonce qu'à 21h30, ils diffuseront la punition de l'enfant. Mais aucun d'entre eux n'a réalisé que leur contact ici est un sectaire lui aussi, et qu'il a un plan secret pour leur bébé. La nuit suivante, la mère se rend dans la cour et annonce que son bébé va bientôt être envoyé en enfer. Les autres locataires sortent leur téléphone et enregistrent le moment pendant que la mère pose son bébé sur une table pour faire ses adieux. L'avocate sort de l'appartement et c'est alors qu'on entend un grondement au loin. Tout à coup, 3 monstres géants débarquent dans la cour et la foule panique, reculant de peur. Les démons commencent à courir vers le bébé, mais la mère bondit en avant et glisse sur la table, sauvant son enfant au dernier moment. C'est alors que son mari court et entoure la femme de ses bras, les protégeant le bébé et elle des attaques des démons. Ils sont frappés par une créature, traversent la cour en volant et atterrissent sur le sol, blessés mais toujours vivants. Le mari attrape désespérément sa femme pour protéger leur enfant et les 3 démons se dirigent vers eux, entourant la famille. Les monstres commencent à aspirer leurs âmes devant tout le monde et une fois leur travail terminé, ils s'enfuient et disparaissent sans laisser de traces. Tout ce qui reste, ce sont les corps brûlés des parents et l'avocate hurle d'horreur.
Elle n'a pas réussi à sauver la famille. Mais c'est alors qu'elle entend les pleurs du bébé qui a survécu d'une manière ou d'une autre. Et l'adepte de la secte s'approche des corps brûlés en voyant que le nourrisson est indemne. Il ne comprend pas comment c'est possible, mais il décide de mettre à exécution son plan secret pour tuer le bébé. Soudain, il entend un grondement et réalise que son heure est venue. Un démon bondit hors du sol et traîne brutalement son corps à travers la cour. L'avocate regarde les monstres entourer l'homme et envoyer son âme en enfer. De l'autre côté de la ville, un cadavre se met à trembler dans sa boîte de verre. Il s'agit de Park Young-ya, la même femme qui a été tuée il y a 4 ans lors de la première manifestation publique. Son corps s'est lentement reconstruit à partir des cendres éparpillées dans la pièce. La femme est revenue à la vie et maintenant elle est là, prête à se venger. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Hellbound, prophéties infernales? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.